Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Garnier. Bonjour. Bonjour Olivier Garnier, vous êtes chef économiste à la Banque de France. On va parler évidemment de la situation de la France, vous allez nous donner vos projections sur l'inflation notamment, entre autres. Mais avant, on a envie de parler de vous parce que c'est le principe de l'émission, de savoir ce qui vous a construit, du choix d'ailleurs de la carrière que vous avez menée. Vous êtes polytechnicien, les chiffres, c'est quelque chose qui vous anime depuis toujours ? Oui, alors le fil directeur de ma carrière et un peu de mon engagement professionnel, c'est l'économie, le métier d'économiste que j'ai exercé. Et c'est ça la beauté du métier d'économiste, c'est qu'on peut l'exercer dans des univers très différents. C'est vrai. Aussi bien donc dans la sphère publique, puisque j'ai fait la première partie de ma carrière au ministère des Finances, aujourd'hui dans une banque centrale, mais entre-temps aussi dans le secteur privé, donc au sein du groupe Société Générale. Et aux États-Unis. Et aux États-Unis aussi dans une autre banque centrale à la Réserve fédérale américaine. Et la caractéristique du métier d'économie, que je compare souvent avec le métier de médecin aussi, c'est que ce sont deux métiers où d'un côté, on peut dire que c'est une science, on parle de sciences économiques, il y a des prix Nobel d'économie, donc on participe à des conférences, et c'est ça aussi avec ma formation scientifique là, de développer aussi des modèles, mais de l'autre, on est au service de l'économie, de la société, on côtoie aussi. Et dans ma carrière, dans des différents métiers, on peut être aussi bien au contact de ministres et conseiller des ministres, être en réunion avec Jay Powell, le patron de la Fed, mais aussi être en contact avec le grand public, avec des gestionnaires de fonds, donc toutes sortes en quelque sorte. Des journalistes qui vous donnent des journalistes, conseils. bien sûr. Évidemment, comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes chef économiste de la Banque de France. Le rôle de la Banque de France, c'est d'abord de garantir la stabilité de la monnaie, c'est ça ? Oui, ça c'est notre mandat. D'ailleurs, Oui. Dans le cadre, nous faisons partie de l'eurosystème avec la Banque Centrale Européenne et avec les 20, bientôt 21, puisque la Bulgarie va rejoindre aussi l'Union monétaire. Donc c'est d'assurer la stabilité des prix, ce qui veut dire concrètement aussi, c'est d'assurer aussi le pouvoir d'achat de la monnaie. Et donc, c'est pour ça que ça concerne aussi chaque Français et chaque Européen. On a vu au cours, là, notamment en 2023-2024, où il y a eu une poussée de l'inflation et c'était devenu la préoccupation dans les sondages, la préoccupation numéro 1 des Français, c'était l'inflation. Et donc, notre métier, notre job, ça a été justement de vaincre l'inflation et on a réussi. Et ça redonne bien sûr du pouvoir d'achat aux Français. Oui, l'inflation baisse. Est-ce que selon vos projections, puisque la Banque de France fait aussi des projections, est-ce que ça va continuer ou à quoi il faut s'attendre selon vous ? Alors dans nos projections, on prévoit effectivement que l'inflation va rester au niveau de la zone euro dans son ensemble. À moins de 2%. Ce qui est notre objectif, c'est 2%. Oui. 2%, c'est le 37 degrés pour la température du corps. C'est-à-dire, vous savez, la température du corps, il faut que ça soit ni trop bas, parce que dans ce cas-là, vous êtes anémique, ni si vous avez de la fièvre, c'est pas bon non plus. L'inflation, c'est un peu la même chose. Si c'est trop bas, c'est la déflation, c'est un peu ce qu'on a connu dans la décennie précédente. Si c'est trop haut, comme en 2023-2024, là, c'est mauvais aussi. Donc, et dans le cas de la France, aujourd'hui, on est même plutôt en dessous de la moyenne. Il y a des pays, parce qu'il faut être 2% en moyenne, il y a des pays qui sont au-dessus. Nous, on est en dessous. L'inflation est plutôt à 1% actuellement parce que, notamment en début d'année, il y a eu les baisses des prix de l'électricité. Quand on enlève cet effet-là et qu'on regarde ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, hors énergie et alimentation, on est plus proche de 1,5%. C'est un peu vers ce niveau-là qu'on devrait converger. Comment est-ce qu'on fait des projections concrètement ? Parce que le contexte géopolitique aussi compte, j'imagine. Ça fait évoluer. C'est là aussi dans la richesse du métier d'économiste. On a connu pas mal de chocs au cours des dernières années. Il y a eu la crise pandémique. Donc souvent, je vous pose la question parce que les industriels sont très inquiets, les chefs d'entreprise sont très inquiets. Ils veulent savoir sur le long terme qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait. Et avec ces incertitudes politiques en France, c'est compliqué. Oui, aujourd'hui, on a un niveau d'incertitude très élevé, aussi bien au niveau international, parce que là, notamment depuis les élections américaines, on a un changement complet de la politique américaine, avec un peu ce qu'on pourrait appeler la fin du multilatéralisme, dont pourtant
les Américains étaient un peu finalement, c'est eux qui avaient créé ça, qui étaient les sponsors qui garantissaient. Et aujourd'hui, ils jouent plus ce jeu-là. Et puis en même temps, il y a bien sûr au niveau national l'incertitude politique, notamment sur le budget. Et tout ça, mais ce qui est intéressant de voir, et on interroge chaque mois 8500 entreprises de toute taille sur tout le territoire de la France. Et ce que l'on voit, on pourrait dire, c'est que même si le moral est atteint, parce qu'il y a ces incertitudes que vous évoquiez, en revanche, le physique tient, c'est-à-dire que l'activité continue de progresser. Quand les chefs d'entreprise sont inquiets sur l'économie en général, quand on les interroge sur leur propre entreprise, là, ils sont moins inquiets et, bien sûr, c'est pas facile pour eux, mais ils continuent à se battre et l'activité, globalement, continue de progresser. Quand on parle d'un risque de faillite, etc., on en est loin, selon vous, en France, en tout cas? Oui, là, ce que l'on a, et d'ailleurs le gouverneur de la Banque de France l'a dit récemment, c'est plus le risque à terme, c'est plus l'étouffement progressif. C'est pas du tout la faillite de la France. C'est pour ça que le plus tôt on réglera ces problèmes de déficit public et la maîtrise des dépenses publiques, mieux ça sera, parce que justement, plus on reste longtemps en situation un peu d'étouffement, bien sûr, plus c'est dangereux. On va parler de l'euro, puisque la Banque de France garantit la stabilité de cette monnaie. L'euro a 25 ans. A-t-il été, selon vous, favorable au pouvoir d'achat ou ne l'a-t-il pas été? Alors, ce qui est intéressant de voir quand on reprend l'histoire de ces 25 ans, c'est qu'au début, il y avait pas mal de gens, aussi bien en Europe qu'à l'extérieur, qui disaient « ça ne marchera pas, l'euro ne marchera pas ». Et d'ailleurs, rappelez-vous, en France, finalement, quand il y a eu, donc avant l'euro, le référendum, ça est passé tout juste. Et aujourd'hui, là, au niveau européen, il y a ce qu'on appelle l'eurobaromètre qui interroge les Européens et les Français en particulier régulièrement sur l'euro. Et aujourd'hui, l'euro n'a jamais autant été plébiscité. C'est-à-dire que même en France, 79% des Français disent qu'ils sont en faveur de l'euro et que l'euro est une bonne chose. C'est encore plus élevé au niveau de l'ensemble de la zone euro. Et donc, c'est en progression. Donc, ça, c'est ce qui montre qu'aujourd'hui, plus personne en France ne dit il faut sortir de l'euro. Et donc, ça, c'est une très belle victoire. Et tout à l'heure, on parlait un peu de ma carrière. Moi, je suis d'une génération, justement, j'ai vécu, quand j'étais au ministère des Finances, j'ai participé aux négociations et ce qu'on appelait la qualification pour l'euro. Donc, je suis très attaché à ce projet. Aujourd'hui, bien sûr, à la Banque de France, là, on est en plein cœur de cela. Alors, ça ne veut pas dire, il y a encore des choses à faire. Notamment, il y a eu le rapport Draghi qui est très, très important. Nous, dans notre domaine, ce que l'on dit, il y a notamment ce qu'on appelle l'union pour l'épargne et l'investissement. Il faut aller plus loin. On a fait l'union bancaire, qui est d'ailleurs pas complètement terminée. Il faut faire aussi l'union des marchés de capitaux, harmoniser. On a une épargne qui est abondante en Europe, mais en France et en Europe. Et il faut mieux l'utiliser, notamment pour financer les fonds propres des entreprises et puis enlever encore les barrières parce que on est encore très cloisonné. Et c'est vrai aussi, même si on a fait le marché unique, il y a encore pas mal de barrières. Est-ce que, dernière question, parce qu'on va venir à nos questions de nos partenaires, mais est-ce que l'argent cash a encore de beaux jours devant lui? C'est vrai que de plus en plus de personnes maintenant payent avec leur carte bancaire par les moyens électroniques. Oui, alors il y a un petit paradoxe, c'est que d'un côté, quand on regarde les transactions, les paiements, là il y a une envolée. On paye de plus en plus, notamment avec le contact, on paye avec son téléphone ou avec sa carte bancaire. Mais dans le même temps, la demande de billets continue d'augmenter. Alors, ce qui veut dire que les billets servent moins aujourd'hui à acheter, ils servent peut-être à thésauriser, à mettre sous le matelas. Et puis, donc il y a toujours une demande importante. Et puis par ailleurs, alors il y a un grand projet qui est aussi au niveau de l'eurosystème, c'est ce qu'on appelle l'euro numérique, qui sera une sorte aussi de billet numérique, c'est-à-dire que en plus on aura la possibilité toujours du billet papier, mais on aura aussi la possibilité d'avoir ce billet numérique, de payer avec ce billet numérique. Et c'est pour quand ça, ce billet numérique, l'euro numérique? C'est pour, a priori, plutôt vers 2028. Là, alors, il y a encore des votes au Parlement européen, puisque c'est pas seulement un projet mené par les banques centrales. Après, ça doit être validé par, bien sûr, l'ensemble des gouvernements. Mais en tout cas,
nous, du côté Banque centrale Eurosystème, tout est en place. Donc c'est une monnaie virtuelle et vertueuse. C'est pas une monnaie virtuelle, c'est une autre forme. Oui, parce qu'il y a les monnaies virtuelles aussi, qui sont... C'est une autre forme et qui ne vise pas non plus à concurrencer les dépôts bancaires. Il y a aussi d'autres sujets, on pourra en parler. Ouais. Il y a ce qu'on appelle maintenant les jetons, les jetons numérisés, les fameux stablecoins. Complètement. Qui sont plutôt adossés au dollar d'ailleurs. Alors oui, mais qui peuvent aussi se développer en zone euro. Complètement. Merci beaucoup Olivier Gagnon. On va parler des questions de nos partenaires à présent, à commencer par le World Impact Summit, et c'est juste après le jingle. La question du World Impact Summit, quelles initiatives spécifiques votre organisation a-t-elle mises en place pour intégrer l'environnement au cœur de sa stratégie? Est-ce que c'est une préoccupation aussi à la Banque de France? Alors c'est une préoccupation centrale. Il se trouve d'ailleurs que pour la 3e année consécutive, la Banque de France a été, sur la base d'une série d'indicateurs, a été désignée comme la banque centrale au sein de ce qu'on appelle le G20, c'est-à-dire les 20 grandes économies, qui était la plus engagée sur la lutte contre les risques climatiques. Et ceci vient de plusieurs choses. D'abord, dans notre fonctionnement interne, on a pris ça en compte depuis déjà pas mal d'années, c'est-à-dire on a, par exemple, en tant qu'investisseur, là, on gère nos investissements de manière ce qu'on appelle responsable, et en même temps, aussi au niveau de nos équipes, on a maintenant un budget carbone pour réduire nos émissions liées notamment aux déplacements professionnels. Maintenant, on va par exemple régulièrement pour les réunions BCE à Francfort. Maintenant, on prend le train plutôt que l'avion pour faire baisser notre budget carbone. D'ailleurs, lié au déplacement, il a baissé de 35% au cours des 5 dernières années. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi en tant que superviseur des banques et des assurances, on a été les premiers à mettre en place ce qu'on appelle les tests de résistance climatique pour tester la résistance des banques et des assureurs à des chocs climatiques ou à des chocs sur les politiques de transition. Et en liaison avec ça aussi, on a créé en 2017 le NGFS, qui est le réseau de l'ensemble des banques centrales et superviseurs du monde. Au départ, il n'y avait que quelques banques centrales. Le secrétariat est à Paris, on n'était qu'une dizaine. Aujourd'hui, il y a 150 institutions de 90 pays. Et puis, dernier point aussi, tout à l'heure, on parlait stabilité monétaire. Là, il y a aussi, dans ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les événements climatiques ont de plus en plus d'effets sur les prix, sur l'activité. Donc, c'est de prendre en compte aussi dans nos modèles et donc dans nos analyses, justement pour assurer la stabilité monétaire, ce type d'effet. Bien sûr. Question d'un étudiant de Centrale Supélec à présent, c'est juste après le jingle. La question de Centrale Supélec, comment est-ce que vous donnez du sens à la Banque de France, à vos collaborateurs? Alors je crois qu'à la Banque de France, la question elle se pose un peu différemment peut-être que dans d'autres institutions parce que finalement on a nos missions, elles ont du sens, que ça soit la stabilité monétaire dont on a parlé, la stabilité financière, les services à l'économie, que ça soit le surendettement pour les ménages. Donc donner le sujet par rapport à mes collaborateurs, c'est pas tellement de donner du sens parce que là, ils le connaissent, le sens. Et s'ils viennent à la Banque de France, c'est aussi à cause de ce sens. Je crois qu'il y a 2 écueils à éviter dans mon rôle. C'est premièrement, ça pourrait être d'oublier justement le sens. Pourquoi on fait ces missions? C'est-à-dire, par exemple, un économiste pourrait être tenté après de développer des modèles, mais juste l'excellence pour l'excellence, en oubliant aussi qu'il y a une finalité, que ça doit avoir de l'impact. Et donc, il ne faut pas oublier ce sens. Et puis, il y a le deuxième risque inverse aussi, c'est que, justement, on a des missions qui sont très larges, très, très ambitieuses. Et après, nos collaborateurs pourraient se dire, mais finalement, on va pas y arriver, ou ce que je fais, est-ce que ça aide vraiment, je sais pas, par exemple, dans les travaux avec le FMI, est-ce que ça aide à ce que les pays pauvres réduisent leurs dettes? Et donc, par rapport à ça, je crois qu'il faut surtout se fixer des objectifs, je dirais, il faut plutôt faire peu et bien, plutôt que des objectifs trop ambitieux, parce que sinon, il y a vite le découragement qui prend le dessus. C'est pas faux. Ça va être à vous peut-être maintenant de poser des questions, puisque c'est l'heure de la question de l'hémicycle, question plus politique. Vous allez pouvoir interpeller les femmes et les hommes qui nous gouvernent juste après le jingle.
la question de l'hémicycle. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui à ces femmes et ces hommes qui nous gouvernent, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale? Vous avez 1 à 2 minutes, face caméra, c'est à vous, je vous en prie. Bien, mesdames et messieurs les députés, ou mesdames et messieurs les sénateurs, le sujet sur lequel je voudrais insister, et qui pour moi est le grand oublié souvent des campagnes électorales, c'est celui de l'éducation. Parce qu'on voit d'ailleurs actuellement, vous parlez beaucoup fiscalité, vous vous écharpez sur beaucoup de sujets, mais il y a un sujet qui est un peu oublié, qui est celui de l'éducation, alors qu'il est tout à fait essentiel. Il est essentiel à la fois en tant qu'économie, je dirais, c'est la base de la productivité, de la croissance à long terme, et puis c'est aussi ce qu'on appelle la base pour l'ascenseur social. Alors par rapport à ça, je crois qu'il y a 2 éléments sur lesquels je voudrais insister. Le premier élément, c'est que en matière d'éducation, il ne s'agit pas de dépenser plus, mais de dépenser mieux. Ce que montrent les études d'ailleurs qu'on a menées à la Banque de France, c'est qu'on dépense finalement plus dans le secondaire et dans les services administratifs, dans les emplois administratifs, plutôt que dans le primaire. Donc il faudrait plutôt réallouer les moyens vers le primaire, parce que c'est là où tout se joue. Et puis le deuxième élément, c'est que je crois qu'il faut pas... Parfois, il y a la tentation de dire qu'il faut faire la grande réforme de l'éducation nationale, s'attaquer au mammouth. Ce que montre l'expérience, et souvent c'est la même chose dans les entreprises, il vaut mieux procéder de manière décentralisée et par expérimentation. Il faut sortir un peu du modèle où on veut faire une éducation uniforme et puis expérimenter, ne pas avoir peur. C'est un peu ce qu'on a fait dans le domaine de l'université et ça marche. Et donc je crois que c'est dans cette voie-là qu'on peut, là encore, c'est peu mais bien. Merci beaucoup, c'est clair au moins. C'est vrai qu'on oublie souvent, mais ça commence aussi par là. Merci beaucoup, Olivier Garnier, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission. Et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.